bon? C'est l'autre qui s'allume. Pardon. Donc bonjour à tous et à toutes. C'est vrai que ça ne fait pas le même son. Hein. Donc pour nos invités, le français est traduit sur le canal 3, mais vous pouvez vous exprimer en français grâce à nos interprètes qui sont là. Donc ce matin, nous avons fait une conférence de presse avec Gabi Zimmer dans laquelle cette question sur le droit de manifester et l'usage proportionné de la force était un des sujets à l'ordre du jour. Donc, comme nous avons 4 invités et seulement une demi-heure, je vais avant tout leur donner la parole pour qu'ils témoignent chacun dans leur style et en fonction de leur casquette. Je vais les présenter rapidement en donnant leurs responsabilités. À ma droite, Arié Halimi, qui est avocat d'un certain nombre de victimes et membre du bureau de la Ligue des droits de l'homme. David Dufresne, qui est journaliste, on peut dire, ou ancien journaliste, écrivain, et qui est l'auteur du comptage des signalements que vous devez connaître. Laurent excusez-moi, je vous en veux, qui est neurochirurgien et qui est l'auteur de la pétition des soignants qui demandent un moratoire sur l'utilisation des armes que nous appelons désormais moins létales. Et Laurent Marcy, qui est documentariste, qui a longtemps tourné sur des scènes de guerre, qui a la particularité d'avoir été blessé pendant les manifestations des Gilets jaunes et qui, depuis l'acte 3 des manifestations, filme et documente, lui aussi à sa façon, les manifestations des Gilets jaunes. Donc j'ai dit que dans l'ordre, je commençais par donner la parole à David Dufresne pour qu'il nous parle statistiques. Oui, merci beaucoup. Alors je ne sais pas si mon ordinateur et l'écran est copié ou pas. Je voulais vous montrer... Comment ? Voilà, parce que moi je suis connecté, donc il faudrait juste mettre l'ordinateur. Bonjour à tous et à toutes, merci d'être ici. Très rapidement, début décembre, je découvre avec effroi que circulent sur les réseaux sociaux en France des images de mutilés, de gens qui perdent un œil, de gens qui perdent une main. Et je m'aperçois que ces images qui sont sur Facebook, sur Twitter, donc qui sont publiques, ne sont absolument jamais répercutées dans les médias de masse, les médias établis, y compris dans ceux pour lesquels j'ai travaillé. Et je démarre comme une bravade mon premier signalement. Allô, place Beauvau, c'est pour un signalement. En pensant que, d'une part, ça va s'arrêter très vite parce que, ayant étudié le maintien de l'ordre dit à la française par des livres, par des films, etc., je ne reconnais pas, si je puis dire, la police française, je ne reconnais pas toute la doctrine qu'on m'avait vendue pendant 30 ou 40 ans, qui se résume à 2 choses. La première, c'est montrer sa force pour ne pas s'en servir, et la deuxième, c'est ne pas viser la foule. Et ces 2 principes tombent sous mes yeux, signalement après signalement. Et donc au départ, il y a une sidération devant cette violence, et il y a ensuite une sidération devant le silence médiatique qui se transforme au fil du temps en déni politique, ce que j'ai appelé le déni politique. J'aurais dû dire dénégation, parce que déni c'est l'inconscient, encore qu'on peut se poser la question. Et donc aujourd'hui j'en suis à plus de 420 signalements, tous
ne sont pas liés à des blessures, tous ne sont pas liés à des mutilations. Certains de ces signalements sont liés à ce que moi j'entreaperçois comme des manquements à la déontologie de la police, humiliation, insultes, etc. Et en tout cas à des usages de la force qui ne sont pas proportionnés. Et donc pendant plus d'un mois et demi, je vais signaler nuit après nuit, acte après acte, jour après jour, de manière totalement bénévole et gratuite, on va dire, tel plus comme un lanceur d'alerte qu'un journaliste. Je vais faire des signalements. Et aucun écho. Absolument aucun écho, ni médiatique, ni politique. Et puis à un moment donné, il y a maintenant 3 semaines, ça bascule. Et grâce à d'autres collectifs, grâce à Libération aussi qui s'y est mis, finalement la question de la violence policière est apparue au grand jour, au point qu'il y a un acte, c'était devenu une des revendications des Gilets jaunes, puisque j'ai oublié de dire que ce qui m'a interpellé, c'est la répression policière dans un mouvement social, car c'est la caractéristique du maintien de l'ordre en France, pays qui célèbre chaque année le 14 juillet une manifestation non déclarée, pays qui fait de l'émeute et de la manifestation qui est culturellement intrinsèque à ce qu'est le pays, et donc sa police qui est particulièrement bien entraînée, puisqu'il y a effectivement beaucoup de manifestations. Et sauf que là, en fait, je vais m'apercevoir que ça date de la loi travail, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais quelques années auparavant, il y a une rupture. Et c'est cette rupture que j'essaie de documenter semaine après semaine. Et donc, il y a 3 semaines, ça devient un enjeu. Ça devient un enjeu politique avec un ministre de l'Intérieur, M. Castaner, qui continue le déni, mais qui dénie de moins en moins bien, qui dément de plus en plus mollement, qui reconnaît qu'effectivement il y a d'abord, il appelle ça des anomalies, qui reconnaît que finalement le LBD, le fameux LBD, donc lanceur de balles de défense, pose effectivement question. Il dit pas problème, il dit question, et il accepte que ça devienne éventuellement puisqu'il l'a fait tout récemment, dimanche dernier, qu'effectivement il a expliqué qu'il n'était plus arc-bouté sur le LBD et que ça pouvait faire débat. Derrière le LBD, il y a d'autres armes. Je laisserai maître Arié Halimi en parler notamment, une grenade explosive. En tout cas, il y a des armes utilisées par la police française qui ne font pas honneur à la République française. Voilà, la République de mon point de vue, ne se respecte pas. Et d'où la présence ici pour lancer une alerte. J'en suis donc à plus de 400 signalements. Sur ces 400 signalements, j'ai plus de 129 signalements liés directement au LBD. Et j'ai comptabilisé une vingtaine de personnes qui ont perdu soit complètement l'usage d'un œil, soit quasiment complètement. Tout ça à cause de l'utilisation de cette arme qui n'est pas faite pour le maintien de l'ordre dans le cadre du maintien de l'ordre. Magnifique. Merci beaucoup, David. Et je passe tout de suite la parole à Florent Massy pour qu'il nous apporte son témoignage. Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer de compléter par un témoignage, on va dire, direct. Donc, j'ai une position qui est assez particulière. D'abord, pour répéter ce qui a été dit, je travaille depuis presque 30 ans dans des situations qui sont soit des révolutions, soit des zones de guerre. J'ai commencé au moment de la Révolution romaine en décembre 89. J'étais tout jeune à l'époque et c'est là que j'ai commencé à faire la photographie. Donc, je considère que j'ai une certaine expérience de situations de ce type-là. Lorsque j'ai commencé à filmer ces manifestations au départ, j'y allais juste parce que c'était mon devoir de le faire. J'étais là pour personne en particulier, mais comme toujours, je pense que c'est un moment d'histoire, c'est très particulier, donc il faut le filmer. J'ai commencé à filmer donc à partir de l'acte 4 sur les Champs-Élysées, et j'ai été impressionné vraiment par 2 choses. D'abord par l'atmosphère très particulière qui régnait parmi la population que je voyais, qui était très disparate, de régions très diverses de France, avec des âges également très divers, qui ne correspondait pas forcément à la description que j'avais pu lire dans les médias
Je renvoie en particulier à la semaine qui a précédé avec des vous savez, le saccage de l'Arc de Triomphe. Ce que je voyais, c'était pas des casseurs en tant que tels. Il pouvait y avoir des gens violents, mais c'était plutôt un mouvement très populaire et très disparate et qui, à mon sens, était absolument unique. Je n'avais jamais vu ça en France de ma vie. Donc j'ai 50 ans aujourd'hui. Voilà, donc je filme. Et là, je me rends compte d'une deuxième chose, c'est que j'assiste à des scènes. Alors, selon mes critères, évidemment, comme j'ai travaillé souvent en zone de guerre, il en faut quand même beaucoup pour m'impressionner, peut-être plus que la moyenne. Mais je suis quand même frappé par des parallélismes et des scènes qu'on s'attend pas à voir sur les Champs-Élysées. Donc, je commence à voir des personnes qui sont frappées à la tête par des tirs de ce qu'on appelle le LBD 40. À l'époque, je ne sais même pas ce que c'est qu'un LBD 40. Hein, je découvre tout ça en direct. Donc des personnes qui sont étendues par terre, le visage en sang, une femme, par exemple, dans ce cas-là, des personnes évacuées dans l'urgence. Avec une sorte de mouvement de panique. Pour moi, ça évoque, même si ce n'est pas de la guerre en tant que telle, évidemment, vous savez, c'est un peu comme des archétypes, c'est des scènes que j'ai déjà filmées ailleurs, avec des blessures plus graves, dans un contexte plus grave, mais finalement, il y a des ressemblances quelque part. Donc je suis assez troublé par tout ça, et je constate de visu, sans a priori, je ne suis pas gilet jaune moi-même, hein, je fais mon travail, je constate qu'il y a des tireurs, qu'il y a des armes assez particulières que je ne connais pas, qui sont donc les lanceurs de balles de défense, et que vous avez des tireurs de différentes natures. Vous avez des groupes de CRS, par exemple. Certains ont des armes, s'en servent très peu, voire pas du tout. Et puis, il y a des petits groupes de tireurs mobiles, des policiers en civil avec des brassards. Et visiblement, ceux-là se servent beaucoup plus que tout le monde de ce genre d'armes. Et en questionnant, on m'explique que ces personnes sont les gens de la BAC, Brigade Anticriminalité. La Brigade Anticriminalité, son rôle, c'est pas de faire du maintien de l'ordre. En principe, elle est déployée, voilà, c'est une lutte contre la criminalité. Donc en France, on s'en sert beaucoup, elle est envoyée dans les banlieues, par exemple. Donc je suis assez étonné de voir cette espèce d'atmosphère un peu étrange. C'est pas de la guerre, évidemment, on n'est pas dans cette intensité, mais c'est presque une sorte de parodie un peu dramatique de ce que pourrait être une guerre, quelque part. Ensuite, je continue à filmer ces manifestations, et puis, alors que je suis à l'acte 8, et que je filme à un moment où je ne crois pas qu'il y ait spécialement de danger pour quiconque, même si vous avez des gens qui courent à droite à gauche, quelques cris, ce n'est pas non plus un danger vital. Un homme est frappé à côté de moi, donc à la tête par un tir de LBD 40. Je le sais parce qu'il était après dans l'ambulance avec moi, donc il s'effondre par terre. Un homme devant également, et en m'approchant de cet homme-là, que je distingue entre des jambes, comme ça je ne comprends pas trop ce qui lui est arrivé, ben, je me prends un tir en plein visage. Ici, là, donc voilà. Donc j'ai beaucoup de chance parce qu'il est juste sous l'œil, il est sur une partie du visage, c'est pas les dents, etc. Donc je suis très chanceux. Et à la suite de ça, je vais m'interroger. Alors, ma position est particulière parce que je n'ai pas porté plainte. C'est assez important à signaler. Je n'ai pas porté plainte pour des raisons très personnelles parce que dans mon parcours, j'ai vu tellement de choses que je ne me considère pas du tout comme une victime. Je ne serai jamais une victime dans ma vie. D'accord, ça fait partie de mon travail que la prise de risque. Néanmoins, c'est très personnel hein, de cette position-là. Donc je ne suis pas anti-police, anti-flic, c'est pas ma position. Néanmoins, je m'interroge, vu la blessure, vu les personnes autour de moi qui sont blessées en même temps, parce que là c'est vraiment presque un tir en rafale, quoi, on peut dire. Je m'interroge sur la nature de cette arme et je découvre de façon je suis très surpris en fait qu'effectivement je vois un petit peu comme évoqué tout à l'heure David Dufresne, je m'aperçois qu'il y a des gens vraiment gravement blessés par ces mêmes armes, éborgnés, la mâchoire détruite. Si je m'étais pris le tir dans la mâchoire ou dans le nez, on est défiguré à vie avec une arme comme ça. Donc à ce moment-là, ma position c'était d'éviter d'être instrumentalisé comme une sorte de victime de presse, parce que je ne pense pas que j'étais spécialement visé en plus ce jour-là, je pense que c'est une balle presque perdue. Mais néanmoins de me positionner par rapport à cette question qui à mon avis est fondamentale pour des tas de raisons. Donc à ce moment-là j'écris plutôt. Je ne veux pas apparaître à l'image avec la blessure tout de suite, mais j'écris dans un journal, un grand quotidien du soir, je ne vais pas le citer. Et là, je suis surpris de voir que, alors que le texte était accepté, c'était une sorte d'interrogation sur cette arme-là, le LBD 40. Quelle est la véritable portée du LBD 40 ? C'était le titre, avec un jeu de mots sur le thème portée, d'un point de vue balistique, et puis où ça nous entraîne quelque part, dans quel engrenage cela nous entraîne-t-il. Je m'aperçois que ce texte qui était à valider est bloqué en dernière minute au moment de sa mise en ligne par une main invisible à l'intérieur du journal, qui est un grand quotidien de référence français. Et du coup, je me rabats sur un autre site en ligne, Mediapart pour ne pas le nommer, qui va donc publier ce texte. Et après on conclut. Pardon ? Après on conclut, sinon d'accord, je ne peux pas donner après on conclut, 5 voilà. minutes. Donc tout ça pour dire qu'il y a une vraie question qui se pose sur cette arme-là, qu'il y a des clivages importants dans la presse française avec des volontés effectivement soit d'occulter, soit de ne pas dire, tout ça est très subtil. Et par la suite, pour faire très rapidement, il se trouve que par un hasard de la vie, j'ai aussi filmé
une blessure des personnalités des Gilets jaunes, Jérôme Rodriguez. Le jour où il a été blessé à l'œil, il n'y a pas très longtemps, il y avait un débat sur s'agit-il d'une grenade ou d'un tir de LBD. Il se trouve que j'étais à côté, justement, et que les images, par le son que j'avais capté, ont permis en partie de démontrer qu'il y avait eu un tir concomitant de LBD 40, avec une volonté politique d'étouffer cette affaire littéralement, puisqu'il a fallu 3 ou 4 jours, alors qu'il y avait des images, des sons, etc., pour finir par admettre que finalement un policier avait tiré en même temps, mais que par mégarde, il s'était trompé sur l'heure de son tir lorsqu'il avait fait sa déposition. On n'avait pas fait le rapprochement. Voilà. Donc, question importante qu'il faut absolument souligner et étudier de près. Merci. Je suis désolée, mais on a vraiment des timings. Laurent Thines, donc neurochirurgien et qui est à l'origine d'une pétition des soignants. Oui, bonjour à tous, merci d'être là. Moi, je suis monté ici à Strasbourg pour porter la voix des soignants français. Comme on l'a répété, je ne vais pas reprendre ce qui a été dit, mais on a été extrêmement choqués, nous, médecins, infirmières, aides-soignants, de la gravité des blessures qui ont été infligées aux manifestants français. Et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité lancer cette pétition il y a maintenant 3 semaines, qui a atteint 156 000 signatures et qui permet de porter la voix des soignants, parce que je pense que l'expertise des médecins dans cette question est vraiment fondamentale. Alors derrière ces armes, on dit moins létales, se cache en fait une triste réalité, si vous voulez. C'est qu'une balle de LBD 40, c'est un projectile de 40 mm en caoutchouc dur qui est lancé à 90 mètres secondes, c'est-à-dire 300 km/h, dans le visage d'un manifestant. Et quand ça atteint un manifestant à quelques mètres de distance, eh bien ça a l'impact d'une force de 200 joules. 200 joules, c'est comme si on vous lâchait une grosse pierre de 20 kg dans le visage. Et à 40 mètres, l'impact est encore de 80 joules. 80 joules, c'est comme si on vous lançait 10 boules de pétanque dans le visage d'une hauteur de 1 mètre. Donc on voit bien que ces armes sont extrêmement dangereuses. On parle aussi d'autres types d'armes, ce sont les grenades de défense, les grenades de désencerclement et les grenades assourdissantes, les GLIF-4, dont on parle dans les rapports. Et ces grenades-là, il faut savoir qu'elles contiennent 25 grammes de tholite. La tholite, c'est du TNT, c'est-à-dire que ce sont des armes explosives qui peuvent, par leur effet de souffle, entraîner des blessures au niveau de l'oreille, au niveau des tympans, ou qui peuvent dilacérer un membre. On l'a vu ce week-end, il y a un manifestant qui a quand même perdu sa main, il y a 5 manifestants qui ont perdu leur main dans les manifestations, et ça, ce sont pour moi, à proprement parler, des blessures de guerre. Les grenades de désencerclement sont encore plus dangereuses parce qu'en plus de l'effet explosif, elles vont lâcher 18 palets en caoutchouc dur qui vont avoir chacune un impact de 80 joules. C'est-à-dire que quand vous prenez un palet d'une grenade de désencerclement qui tire sur 30 mètres à la ronde, vous allez avoir un impact de 10 boules de pétanque dans le corps. Donc nous, on a été extrêmement choqués par l'ensemble de ces données. On n'est pas tellement surpris finalement de la gravité des blessures qui sont infligées aux manifestants. C'est tout à fait logique et c'est bien la raison pour laquelle le fabricant de ces armes et la direction de la police nationale a émis des réglementations très strictes quant à l'usage de ces armes, qui sont des armes qui sont létales ou qui peuvent entraîner des handicaps graves. D'ailleurs, il y a une étude dans le British Medical Journal qui a bien montré ça, en montrant qu'il y avait un risque de 1 chance sur 5 de décéder ou d'avoir une blessure grave après une attaque par ce type d'arme. Et c'est nous ce qu'on constate tous les week-ends en France, quand ces armes touchent une zone vitale. Et moi, en tant que neurochirurgien, je suis extrêmement concerné par les blessures qui ont été infligées. D'ailleurs, sur la page de la pétition, j'ai partagé des photos de scanners qu'un manifestant a bien voulu me communiquer, qui montrent un véritable enfoncement du crâne, avec au niveau cérébral des lésions d'hémorragie cérébrale qui sont dues à l'impact d'un tir de LBD 40. Alors tout ça pour dire que nous, les soignants français, on apporte un message d'alarme à la communauté, on l'a fait en France, mais moi je viens ici également au niveau du Parlement européen pour porter ce message d'alarme, qui est un message de gravité, en disant que nos instances doivent vraiment prendre en considération cette dangerosité avant qu'il y ait un drame humain qui ne survienne, c'est-à-dire le décès
d'un blessé lors d'une manifestation. Et on sait déjà qu'il y a des centaines de blessés qui sont devenus des patients maintenant et dont la vie a été complètement bouleversée par ces blessures. Parce que nous, en tant que soignants, on sait très bien que l'impact que ça peut avoir, une blessure, de perdre un œil, de perdre une main, d'avoir une lésion cérébrale avec des séquelles neurologiques, on sait très bien que ça va avoir une incidence sociale, familiale, psychique, dramatique pour tous ces gens qui, dans la plupart des cas, sont venus manifester pacifiquement dans les rues françaises. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Et je passe tout de suite la parole à Arié Halimi. Bonjour à tous, je suis avocat au barreau de Paris. J'assiste à un certain nombre de gilets jaunes et non gilets jaunes, c'est-à-dire des non-manifestants, qui ont été sévèrement blessés par les armes dont on parle, à savoir les LBD 40 ainsi que les grenades GLIF 4. Les grenades GLIF 4 sont des grenades explosives contenant de la TNT, 25 grammes de TNT précisément. Chacune de ces armes sont cataloguées matériel de guerre par le code pénal. La France, dans le maintien de l'ordre, utilise du matériel de guerre contre des civils et de nombreux manifestants et non manifestants sont blessés. Je passe en ce moment tous mes lundis matins dans les hôpitaux, dans les services d'ophtalmologie, dans les services d'orthopédie pour les mains arrachées, pour les yeux perdus, ainsi que dans des services de trauma et de graves traumas. À l'époque, il n'y a pas très longtemps, je passais plutôt mes lundis matins dans les tribunaux. Ça a un peu changé. Je pense qu'on pourrait même passer plus de temps dans les morgues si nous n'avions pas des services hospitaliers aussi performants malgré le démantèlement actuel des services hospitaliers. Concrètement, mes clients souffrent d'éborgnements, de mains arrachées. Samedi dernier, encore une fois, Sébastien, l'un de mes clients, a perdu sa main à la cause d'une grenade GLIF 4. Toutes ces personnes n'ont jamais été recherchées par la justice et ne sont pas poursuivies pour un quelconque délit. Simplement pour vous dire qu'il ne s'agit pas, contrairement à la communication gouvernementale, de casseurs, mais de manifestants, voire de non-manifestants, puisque j'ai un client qui a perdu un œil alors qu'il était aux alentours d'une manifestation. Ce que l'on voit, c'est une stratégie du maintien de l'ordre qui est complètement hiératique en France. Nous avons une stratégie, et à mon sens, compte tenu de la quantité de blessés graves, qui est délibérée de la part de l'État français et de notre gouvernement. Nous avons un gouvernement qui demande à ses forces de police, aux gendarmes mobiles, mais également au CRS et également aux services de la BAC qui n'ont pas la formation suffisante pour venir faire du maintien de l'ordre dans le cadre de manifestations, d'user d'armes qui sont, on ne va pas utiliser le terme semi-létales, elles sont véritablement létales puisque si nous n'avions pas d'aussi bons services hospitaliers et des urgences aussi rapides, il y aurait de nombreux morts dans les rues de Paris et de France et dans toutes les villes où il y a des manifestations. Ce que nous demandons avec la Ligue des droits de l'homme, puisque je suis également membre du Bureau national de la Ligue des droits de l'homme, qui s'est alarmé de cette situation à plusieurs reprises. Ce que nous demandons, c'est bien évidemment que le Parlement européen, mais nous nous adressons également aux organisations internationales, signalent et sollicitent de notre démocratie, qui est encore un État de droit et une démocratie, mais qui commence à voir des poches de mécanismes autoritaires se développer, et le projet de loi anti-casseurs qui est en préparation au Parlement est une forme de poche autoritaire, puisqu'il vise à interdire à certains manifestants du simple fait de l'autorité administrative la possibilité de manifester. Nous avons une dynamique avec des mécanismes autoritaires en France et l'usage de ces armes en est un exemple. Il est temps, au sein de l'Union européenne, que l'une des premières et plus grandes démocraties de l'Union européenne ne prenne pas le chemin inverse parce qu'elle est un modèle depuis toujours pour l'Union européenne et il est à notre avis au sein de la Ligue des droits de l'homme, il nous semble important d'alerter le Parlement européen, toutes les nations de l'Union européenne parce que la France prend un mauvais chemin et qu'il est important que toute l'Union européenne rappelle à la France son devoir d'exemplarité
tant à l'égard des manifestants que de sa population et de sa législation en termes de droits de l'homme et de respect des libertés d'expression et de liberté d'opinion collective. Je vous remercie. Bravo, Wally. Je crains que nous n'ayons pas vraiment le temps de poser des questions, donc je vais donner la parole à Barbara Spinelli pour la conclusion de cette conférence de presse. Il y a une autre conférence de presse à 16h. Si vous avez des questions, je vous propose de les poser à l'extérieur. Nous resterons à votre disposition un certain nombre de temps. Donc la parole à Barbara. Merci. Merci Marie-Christine. Ce que je peux dire, c'est que l'important, c'est de continuer cette bataille au niveau européen, comme en France naturellement. Et je remercie tous ceux qui se sont engagés, et parmi eux, dans notre groupe, l'IDE, qui a fait un énorme travail de cette semaine, et travaille pour obtenir que le Parlement, au niveau de l'Union, débatte la question et produise une résolution sur laquelle nous allons voter demain, et après-demain, pardon. Et je voudrais juste dire une chose à propos des compétences, parce que pourquoi nous nous occupons de ça dans l'Union? Les États membres disent en général que la sécurité c'est une affaire antérieure, et je dis qu'il y a des droits spécifiques dans la charte des droits fondamentaux de l'Union et qui doivent avoir un poids pour tous les pays membres, et en particulier les droits à l'intégrité physique, à la liberté d'assemblée, à la liberté d'expression. Ça sont des valeurs, des normes européennes. Une dernière chose sur le modèle français. C'est vrai que, comme on dit toujours, la France est la patrie des droits de l'homme. Et en même temps, moi, je vis à Paris devant un grand boulevard, le boulevard Saint-Martin. Et depuis novembre, je pense toujours à ce qu'est Paris avec tous ces grands boulevards. Et les grands boulevards sont nés dans le 19e siècle avec la révolution de M. Haussmann sous Napoléon III, et la ville a été transformée avec tous ces grands boulevards assez larges pour faire passer les camions, les cars, si, mais c'était charge de chevaux, pour canonner les peuples. Et ça, c'était une décision stratégique, de l'urbanisme stratégique. Et depuis ce temps-là, depuis novembre, moi je regarde mon boulevard et je me dis, Paris est le modèle de la patrie des droits de l'homme, mais c'est aussi un modèle négatif quand il y a danger pour les droits de l'homme. Merci. Merci à tous et merci surtout aux orateurs qui sont venus à la dernière minute convoqués, mais restons en contact parce que je crois que la bataille n'est pas finie. Merci. Merci à tous et à tous. Donc je redis les questions à l'extérieur si vous en avez, et je pense qu'un des enjeux de la résolution, des doubles résolutions, puisqu'il y a 2 résolutions face à face, qui vont être votées jeudi, c'est justement la question du moratoire ou de l'interdiction de ces armes mutilantes ou mortifères. Et c'est aussi pour ça que nous voulions qu'il y ait des témoignages d'un certain nombre de personnalités qui appuient cette demande, parce que je pense que c'est une honte que la France, qui n'est pas la patrie des droits de l'homme, mais le pays où la première déclaration des droits a été signée, ce qui n'est pas tout à fait pareil, parce que malheureusement le texte de la déclaration des droits de l'homme n'a pas plus été appliqué en France qu'ailleurs. J'ai aucune question dehors, je l'ai dit, il y a une autre, je ne ferai aucun passe-droit, je tiens à ce qu'on libère la salle au bon moment, conformément à nos engagements. J'ai horreur qu'on ne me donne pas la salle au bon moment. Donc